Bien malheureusement, ça a déjà commencé, puisque bon, on l'a évoqué, hein, la Russie, c'est le premier producteur mondial et exportateur mondial de blé, par exemple, premier exportateur mondial de gaz, deuxième exportateur mondial de pétrole. Donc évidemment, s'il y a une guerre en Russie, avec l'Ukraine notamment, et si parallèlement on bloque, c'est les mesures, les fameuses mesures, hein, on essaye de faire un embargo vis-à-vis de la Russie, mais on l'a déjà observé, les prix flambent, mais de façon incroyable. Assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'on prend les cours du blé, le dernier sommet c'était en 2008, vous savez il y avait également eu une crise à l'époque, là on est 10% au-dessus du sommet de 2008. Alors sur le pétrole, effectivement on n'a pas encore atteint, on avait un sommet en 2008, on était à 150 $ le baril, là on est monté au plus haut à 139, ça rebaisse un peu. La grande différence avec 2008, c'est qu'en 2008 on avait un euro fort, comme vous savez on paye le pétrole en dollars. Donc quand on le ramène en euros, si l'euro est fort, c'est pas trop grave. C'était le cas en 2008. Là, la différence, c'est la double peine. C'est qu'aujourd'hui, non seulement on a un pétrole qui est très cher, mais on a également l'euro qui baisse. Donc c'est ce qui fait qu'évidemment, le portefeuille des Français, l'inflation est en train de baisser. Jusqu'où ça peut aller, Marc? Alors, ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est que le problème, c'est que ça vient après 2 ans de pandémie. C'est-à-dire que l'inflation, ce qu'on appelle l'inflation, justement, c'est l'augmentation des prix. Elle était à 3% déjà, non? Qui vient casser le pouvoir d'achat, exactement. Elle est même, là, avant même la guerre, on est à 4%. En France, on est à 5,8% dans la zone euro, du jamais vu, c'est historique. Donc, ce qui veut dire qu'avant même la guerre, on avait déjà une très forte inflation. Parce que justement... Donc, inflation, pour ceux qui nous écoutent, augmentation des prix. Effectivement, des prix. Et donc, en fait, c'est très simple. Si les prix augmentent, mais que vos revenus, vos salaires n'augmentent pas comme les prix, vous perdez du pouvoir d'achat. Donc c'est exactement ce qui est en train de s'observer aujourd'hui. Par contre, bon, je ne veux pas affoler les foules, mais le vrai problème, c'est que malheureusement, pour l'instant, on n'a pas eu encore la répercussion de la hausse des prix de ces dernières semaines sur notre quotidien. Et ça va évidemment arriver. Ça veut dire qu'on peut avoir très vite, aujourd'hui en France, par exemple, une inflation qui monte à 5% en moyenne. Mais attention, là où ça devient dangereux, c'est que cette inflation, elle est très inégalitaire. Parce qu'en fait, en France, par exemple, en moyenne, si vous voulez, l'alimentaire, par exemple, c'est 15% du panier de la ménagère. Ça, c'est une moyenne. Mais comme vous le savez, on ne vit pas avec des moyennes. Par contre, pour un ménage modeste, l'alimentaire, ça va monter à 30-40%. Pareil pour l'énergie. C'est à peu près 8-9% en moyenne. Pour un ménage modeste, ça va monter à 15%. Ah, donc, dans les 8%, vous comptez le gasoil de la voiture et le chauffage de la maison? Bien sûr, complètement. C'est 8%. Tout à fait, donc 8 à 9%. Mais là, ça peut monter à 12-15%. Donc ce qui veut dire que c'est la drame. C'est que les prix qui augmentent le plus, eh bien, c'est ce qui représente le plus important pour les ménages modestes. Monsieur Toiti, dans un monde, excusez-moi Karim, dont on dit depuis 25 ans qu'il est totalement mondialisé, comment les élites... J'aime pas ce mot, donc c'est de l'ironie, qui nous gouvernent, n'ont pas pu anticiper un tel choc, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout dépend de tout, comme jamais dans toute l'histoire de la planète. C'est ça qui est dramatique. Et donc, en fait, on s'est tiré une balle dans le pied, si on parle... Si vous voulez, le problème, alors je dirais, encore en France, entre guillemets, on est un peu protégé parce qu'on a le nucléaire. Oui, mais il n'y a pas que la France. Voilà, mais on est moins dépendant, effectivement. Mais prenez l'Allemagne, par exemple, aujourd'hui. On dépend à 20%, Marc, du gaz russe. Tout à fait. Pour le gaz, mais au niveau... Ça, c'est uniquement pour le gaz. Les Allemands dépendent à 55% du gaz russe. Et la Finlande, 100%. Exactement, 100%. Folie. Complètement. Ça, c'est pour le gaz. Mais surtout, ils n'ont pas d'énergie alternative. C'est là qu'a été la grande erreur des Allemands. Ils ont dit, bon, on va arrêter le nucléaire. Donc, si vous n'avez pas de nucléaire, il faut faire autre chose. Donc, votre électricité, votre énergie dépend de plus en plus, justement, du gaz. Et par définition... Donc c'est un problème de philosophie. Pour des raisons morales, on se punit économiquement d'une certaine manière. C'est surtout un problème, encore une fois, on a fait la même erreur avec les Chinois, si vous voulez, pendant la pandémie. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de semi-conducteurs, etc. Du paracétamol. Ça, c'est une erreur, si vous voulez, stratégique qui a été faite, qui date des années 80, qui a été poursuivie ensuite. Si je prends le cas de la France, on a dit, nous, on veut une économie sans usine, etc. On va se débrouiller comme ça, on aurait des services. Mais non, on prend l'agriculture française, qui est une des forces de la France. On aurait dû effectivement la développer davantage. Je voudrais qu'on nous mette le tableau du prix du gaz et du prix de l'essence, parce qu'on a un tableau qui est assez affolant et vertigineux. Marc, je voudrais que vous nous donniez votre avis là-dessus. Quand je vous demandais tout à l'heure jusqu'où ça peut aller, vous avez vu le pic, cette évolution sur le marché néerlandais du prix du gaz, le pic à 345 € en cours de séance. Voilà, surtout, ce qu'il faut voir, c'est que l'augmentation, c'est quasiment du 6000% sur certains contrats. Depuis mars 2020, c'est des niveaux complètement fous. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, à la différence, par exemple, on parlait des États-Unis, eux, ils ont compris l'arnaque, si vous voulez. C'est-à-dire que les Américains, ils sont aujourd'hui indépendants énergétiquement. C'est-à-dire quand ils disent, bon ben nous, on arrête l'importation de pétrole russe. Forcément, ils n'en ont pas. Ils ne sont pas impactés. Ils n'en importent pas. Donc, ils ne sont pas impactés. Mais alors, moi, j'ai un peu le sentiment, peut-être que vous allez dire que c'est un côté un peu critique des États-Unis. Ils ne veulent pas nous filer leur gaz de schiste, les Américains?
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des partenariats. Par exemple, si je prends l'Allemagne, il y a des gazoducs qui vont directement en Allemagne. Donc si vous arrêtez ça, il faut trouver d'autres sources. On va les trouver, bien sûr, mais ça va prendre du temps. C'est ça l'enjeu. Parce qu'on a la Norvège, le Qatar, l'Algérie... Bien sûr, on a... Alors je veux quand même rassurer, effectivement, ceux qui nous écoutent, quand même, parce que là, vous voyez, cette coupe comme ça, là, toute droite, c'est évidemment complètement anormal. Ça veut dire qu'on a un aspect spéculatif qui est là. Ce qui veut dire que si demain, et on l'espère tous, la guerre s'arrête, où on a un accord du moins, effectivement les prix repartiront à la baisse. Donc ça veut dire que ça sera évidemment la bonne nouvelle et donc d'où l'importance. Par contre, plus ça va durer longtemps, plus ces tensions vont durer longtemps, plus les conséquences vont être durables sur notre économie, sur notre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que même si demain la guerre s'arrête, là aujourd'hui tous les bateaux qui sont bloqués effectivement dans la mer Noire, ils ne pourront pas, je dirais, arriver tout de suite là où ils doivent aller. Et là on parle de la France. Mais si on regarde tous les pays émergents, si vous voulez aujourd'hui, qui ont besoin du blé, la flambée des cours du blé, c'est un drame.